qui ont parlé de trois sujets très distincts et très importants pour ce comité. Je voudrais, si vous pourriez me rappeler votre nom, Mélie Getsi. Vous avez écrit un article concernant l'entrée express et la croissance économique. Vous avez mentionné que l'abandon de la catégorie STEM va impacter la productivité à long terme et l'IRCC n'a donné aucune indication de quand cette catégorie va être utilisée à nouveau. Pourquoi pensez-vous que la catégorie STEM a été retirée de l'entrée express? Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle ça a été enlevé alors qu'il est mentionné qu'il y a des manquements, surtout dans cette catégorie et ce secteur? Merci. Nous avons fait du travail dans ce sens et dans ETIP 2024, il y avait une instruction de la part du ministre de marquer un arrêt sur les catégories STEM. Il n'y avait pas de raison qui a été fournie à ce titre. Je vais faire un suivi pour voir s'il y a plus de données à ce titre. Et ce n'est qu'un début du problème. Il y avait 90 emplois dans le secteur STEM qui ont été retirés de cette catégorie. Quand on compare aux États-Unis, la question de la construction des centres de données et l'IA, ce sont des secteurs qui sont en plein essor. Comment est-ce qu'on pourra rattraper le retard qu'on a si on retire ces catégories et l'IRCC n'a pas expliquer pourquoi ces emplois, ces catégories ont été retirés. Je n'en ai aucune idée. Depuis que cette décision a été prise, est-ce qu'il y a eu un déclin du nombre de personnes qui sont venues au Canada et est-ce que ça a été une raison pour laquelle certaines personnes ont quitté le Canada? Oui, j'ai quelques exemples. J'ai parlé avec un diplômé qui avait 2 ans d'expérience professionnelle en tant qu'ingénieur civil, mais il ne pouvait pas être sélectionné pour l'entrée express parce que les chiffres étaient très élevés dans cette catégorie pour l'expérience canadienne. Donc, il essayait de se qualifier pour le prochain tirage. Et ça, c'est un exemple ici. On parle ici d'un diplômé de Waterloo qui a dû partir à San Francisco pour ouvrir une entreprise et c'est un des impacts. Est-ce que vous direz que ces personnes qui ne peuvent pas être admissibles quittent le Canada pour les États-Unis? Oui, certains y vont, d'autres rentrent chez eux. J'ai l'exemple de quelqu'un qui venait de Singapour qui a dû rentrer. Vous avez aussi mentionné que on a changé un peu le discours concernant les catégories qui sont admissibles dans les nouvelles règles. On ne permet pas, par exemple, à des chefs d'être admissibles, mais des cuisiniers le peuvent. Quelle est la raison? Je pense que depuis 2015, ça a été révisé, mais ça n'a pas été revu par la suite. Quand on pense à l'expérience canadienne, ce n'est pas vraiment divisé par les niveaux des TR. Donc, vous n'avez pas des points supplémentaires si vous avez des qualifications, des compétences supérieures selon ces catégories. C'est assez particulier, sachant qu'un chef doit avoir une formation assez poussée et ils ne sont pas admissibles. Vous avez 1 minute, Monsieur Davis. Je voulais savoir
Pourriez-vous nous donner quelques exemples dans le secteur STEM que nous devrions attirer pour être compétitifs? J'ai l'impression qu'on ne cède pas parce qu'on a un système qui n'attire pas les personnes les plus talentueuses. Quels sont les domaines dans lesquels il y a des manquements? Le Canada a un des systèmes éducationnels les meilleurs au monde. On a l'Université de Waterloo. Il y a beaucoup de diplômés de Waterloo qui vont ouvrir des startups aux États-Unis. Et très souvent, ils ne peuvent pas s'appuyer sur le système d'immigration. On parle des ingénieurs, des scientifiques en IA, des acteurs dans le secteur tech qui veulent construire ici au Canada. Et par le passé, on était un centre qui attirait ces catégories de personnes, mais on décline dans ce domaine. Je voudrais rajouter une chose. Comment est-ce que l'investissement en capital a un lien avec ce problème? Vous avez dit que certaines personnes vont en Californie. Est-ce que le fait de ne pas être admissible est un problème de capital? Oui, tout à fait. On n'a pas assez de temps pour en parler, mais l'accès aux capitaux est un problème et aussi le fait de lever les barrières et les obstacles administratifs également. Ça, c'est un souci. Merci beaucoup, Monsieur Davis et Madame Melikidze. J'aime bien votre nom. Il est presque aussi bien que le mien. On a quelques défis techniques avec Madame Elcano. Je voulais m'assurer que vous puissiez être inclus dans cette discussion. Est-ce que je pourrais vous demander de dire quelques mots? Vous pouvez parler, par exemple, de la météo pour voir si on peut continuer à vous avoir dans cette discussion, mais si ce n'est pas le cas, vous pourrez partager le reste de votre témoignage par écrit. Pourriez-vous parler? Merci, Madame la Présidente. Est-ce que vous m'entendez? Une seconde. Qu'en pensent nos interprètes? Maybe if you want to say a couple more words. Pourriez-vous dire d'autres mots et parler très doucement? Merci, Madame la Présidente. J'espère que vous m'entendez. Non, c'est assez inaudible pour l'interprète. Remy, is it okay? Okay. Alrighty. Well, then we are going to. Madame Elcano, je ne peux pas poursuivre parce que j'attends la réponse des interprètes. Donc, de ce que je comprends, même si vous avez un casque approuvé et que vous avez fait tout ce qu'il fallait, il semblerait que nous ne sommes pas en mesure de vous entendre de manière appropriée. Donc, c'est un problème et on va devoir poursuivre. On ne va pas pouvoir... Je comprends, Madame la Présidente. S'il y a quoi que ce soit sur lequel vous voudrez contribuer, vous pourrez envoyer cela par email par la suite. Et je suis navrée que nous ne puissions pas vous entendre dans le cadre de ce comité. Madame Zaïd, vous avez 6 minutes. Merci, Madame la Présidente, et merci à nos témoins. J'avais quelques questions à l'attention de Madame Elcano, mais je vais commencer avec Madame Elfield. Et si jamais la qualité du son s'améliore, veuillez me le faire savoir. Merci d'être venu aujourd'hui et merci pour le travail que vous faites pour la communauté. Le Canada fait face à un niveau d'immigration qui décroît. Quels sont les changements que
en termes de critères de crédibilité et aussi de flexibilité sur les traitements, est-ce qu'on peut prendre en compte pour les familles soudanaises? Je pense que les retards, initialement, nous voulions faire venir ces familles d'ici la fin de 2024 et de 2025. Et on ne pensait pas que ça allait s'étendre jusqu'à 2026. Le problème avec les nouveaux niveaux d'immigration, c'est que ce programme a été mis dans une autre catégorie qui est très restreinte, avec quelques 400 000 places, et cela a une incidence sur des communautés qui sont déjà au Canada, alors que nos familles sont hors du Canada dans des zones de guerre active. Nous voulons que l'action et les réponses soient rapides pour que ces familles et ces membres de famille puissent venir aussi rapidement que possible au Canada. Ce serait ça l'approche à avoir. Les nouveaux niveaux d'immigration ont été inclus en 2026 et pas en 2025. Merci. En plus des mesures spéciales et ce programme, y a-t-il des programmes pour les conjoints qui doivent être pris en compte? Un des programmes mis en place par l'IRCC, c'était l'accélération des demandes des personnes soudanaises dans le cadre de tous les volets d'immigration. Mais cela ne s'est pas concrétisé. On continue de constater des retards dans le cadre, par exemple, des réunifications familiales. On a on a des retards qu'on constate partout dans les différents volets d'immigration. Où se trouve en fait le goulot d'étranglement dans le système? Est-ce que ce sont les données, la communication? Qu'est-ce qui peut être recommandé au gouvernement pour résoudre ce problème? Il n'y a pas d'obstacle en ce problème. En ce moment, par le passé, il y avait un problème sur les données biométriques au Soudan, mais ça a été résolu l'année dernière et depuis, l'IRCC a pu traiter les demandes très rapidement. Donc, c'est vraiment une question de volonté. L'IRCC doit traiter les demandes rapidement et le programme doit être retiré de cette catégorie qui est très restrictive concernant les niveaux d'immigration et ça permettra les réunifications familiales assez rapidement et ça pourra mettre fin à ces obstacles au sein du système. C'est à cause de ces niveaux d'immigration que ces familles sont touchées. Une chose que nous avons aussi entendue et que j'ai entendu de mes commettants, c'est que beaucoup des résidents de la communauté soudanaise ont déjà déposé les fonds en fait nécessaires et ils ne peuvent pas avoir accès à ces fonds. Le programme avait des critères financiers très élevés, contrairement à tout autre programme de l'IRCC. Les familles soudanaises devaient montrer qu'elles ont un revenu substantiel et donc ces fonds ont été mis en banque et ces familles ne peuvent pas avoir accès à ces fonds parce que leurs familles sont coincées au Soudan ou ailleurs. Les familles ici soutiennent les familles qui sont déplacées, donc cela met énormément de pression économique sur les familles qui se trouvent ici. Des personnes qui sont des citoyens canadiens et qui travaillent ici au Canada, ils trouvent que c'est un processus injuste et cela les empêche de ramener leur famille. Très bien. Ma dernière question, vous suivez de près
ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une question d'admissibilité ou est-ce que ce sont les dossiers qui se trouvent coincés dans le processus lié à la sécurité? Beaucoup réussissent le processus de sécurité. Ensuite, c'est le stade de l'examen médical. La plupart des dossiers réussissent l'étape de l'admissibilité. Et ensuite, ces dossiers sont traités à Rome. Beaucoup de ces dossiers réussissent l'étape de la sécurité. Certains sont bloqués au niveau de la sécurité et ce n'est pas très clair pourquoi. Mais ensuite, on reste bloqué au stade de l'examen médical. Merci, madame. Merci, Madame la Présidente. Bonjour à tous. Merci pour votre accueil ici au Comité d'immigration et merci aux témoins qui sont également présents. Je débuterai avec des questions pour Madame Melikidze. Vous m'entendez bien, Madame Melikidze? Vous m'entendez bien, oui? Je comprends, Madame la Présidente, qu'on va repartir le chrono. Ça va maintenant, vous m'entendez? OK, d'accord. Alors, je comprends que vous travaillez à partir de Toronto. Et est-ce que vous accompagnez des travailleurs étrangers temporaires qui ont besoin de renouveler des permis de travail, par exemple? Moins. Par exemple, avec notre entreprise, nous avons des candidats avec l'entrée express, du regroupement FADIMA, du parrainage familial. Toronto ou dans les zones un peu plus rurales aussi de l'Ontario? Notre entreprise se trouve dans toute la province. Nous avons des programmes dans l'ensemble du Canada. Et les seuls pour lesquels avec lesquels nous ne travaillons pas, ce sont les travailleurs qualifiés du Québec. Vous parliez un courriel qui vient de ma circonscription à Gaspésie où les gens dénoncent que les permis de travail pour les travailleurs temporaires ne sont pas renouvelés. On comprend qu'il y a eu un resserrement des règles pour les seuils, mais j'essayais de concilier, puis je voulais avoir votre vision des choses, parce que dans le budget 2025, le gouvernement libéral indique que dans le resserrement des travailleurs étrangers temporaires, on va quand même tenir compte des besoins propres aux communautés rurales et éloignées. Nous, de notre côté, au Québec et dans les régions du Québec, ce n'est pas ce qu'on observe beaucoup. Vous, est-ce que vous voyez autre chose? Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas vu beaucoup de demandes pour les programmes des communautés rurales parce que nous avons des programmes plus généraux comme l'entrée express ou le programme des candidats des provinces. Cela dit, en ce qui concerne les permis de travail en général, nous avons vu que les délais pour le traitement des demandes a beaucoup augmenté. Donc, il y a eu des temps d'attente et des retards beaucoup plus longs. Les permis d'études aussi prennent plus de temps. Les personnes qui ont fait la demande il y a quelque temps ont vu leur demande annulée ou les retards sont considérables. La question que vous m'avez posée précisément, je n'ai pas de réponse pour celle-ci, malheureusement. On avait fait mention, et vous n'êtes pas la seule, on voit encore que ce matin, dans un article, on a Evan Green, qui est un avocat spécialisé en immigration, qui reprend un peu votre idée à l'effet que les balises ou quant à l'immigration francophone serait une mauvaise politique publique, finalement. Alors que le gouvernement a décidé d'augmenter les seuils d'immigration francophone. Vous le disiez, pour des motivations politiques. En fait, c'est pour empêcher que la langue française disparaisse, tout simplement, à l'extérieur du Québec. Parce que pour avoir séjourné 1 an en Saskatchewan, je peux vous dire que l'assimilation y est galopante. Mais il y a ce discours de plus en plus, comme quoi que d'imposer un critère de langue viendrait trafiquer le système d'immigration. Et alors, expliquez-nous, parce que j'ai besoin de comprendre en quoi d'avoir une exigence d'immigration francophone, c'est une mauvaise politique publique.
Je ne pense pas que ce soit une mauvaise politique publique d'avoir des niveaux pour l'immigration francophone. Je pense que ce n'est pas bien mis en œuvre, même au point de nuire au Québec. Si on regarde les données d'immigration concernant l'immigration francophone, on dit que 80% de ces immigrants qui arrivent dans le volet de l'immigration francophone finissent au Québec parce qu'il y a très peu de possibilités d'emploi pour les francophones purs à l'extérieur du Québec. Ce n'est pas un problème s'ils vont dans les communautés francophones. C'est ce que je recommande dans mon mémoire. S'ils vont dans des communautés francophones à l'extérieur du Québec, c'est bien, mais comme ils rentrent dans l'entrée express, ils peuvent aller n'importe où dans le pays. Cela n'a pas d'importance. Et si on regarde les niveaux de qualification, ce sont des personnes qui ont peu de compétences et ils n'ont pas la composante bilingue. Donc, ils ne parlent pas assez couramment l'anglais pour pouvoir avoir accès à des emplois en anglais si c'était nécessaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un grand nombre d'immigrants francophones qui ne parlent pas l'anglais, qui ont peu de compétences. Ils viennent ici, ils cherchent des possibilités d'emploi à l'extérieur des communautés francophones et puis ils ne réussissent pas. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est rattacher le nombre d'immigrants francophones aux communautés francophones pour qu'ils ne terminent pas au Québec, parce qu'au bout du compte, c'est là où ils vont trouver un emploi. Lorsqu'ils ont épuisé toutes les ressources à l'extérieur. Si on veut aller de l'avant avec ce que vous proposez, donc de lier ces ressortissants-là à des communautés francophones, comment on peut arriver à ce résultat-là? Il y a un pilote pour l'immigration francophone de deux façons. Il faut être plus réaliste par rapport aux cibles francophones. Maintenant, on a fait ça à l'aveugle. On veut le meilleur scénario, puis on va obliger tout le monde à l'accepter et on va devoir gérer les conséquences. Si on a des chiffres plus réalistes, on peut les intégrer dans le pilote de l'immigration francophone et on les dirige d'un un plus grand nombre vers les communautés francophones. Par exemple, si on dit 15 000 ou 20 000 et on les dirige directement dans les communautés où ils peuvent être absorbés, où ils peuvent s'établir. Et merci, Ms. Melikidze. Thank you. So now we move to our second round. Nous passons maintenant à notre deuxième ronde de questions. Et parce que nous avons environ 15 minutes, nous allons commencer avec M. Hall, 5 minutes, M. Zuberi, 5 minutes, Monsieur... On a seulement 3 minutes. I'm going to give 1.5 minutes to Mr. Redekop and 1.5 minutes. Et ensuite, nous avons 3 minutes pour Monsieur Redekop et puis 3 minutes pour Madame Zaïd. Monsieur O, vous avez 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Mes questions s'adressent à Madame Melitze. Quand est-ce que votre entreprise a été fondée? En 2022. Peut-être qu'avant cela, vous avez déjà remarqué des tendances. Quelles sont les tendances que vous avez remarquées dans le système d'immigration? Les tendances, tout d'abord, moi, je suis arrivée ici avec l'entrée express en 2018. Lorsque je suis arrivée ici et lorsque j'ai fait partie de ce programme, c'était incroyable. Je n'arrivais pas à croire qu'il y avait un pays qui pratiquait l'immigration d'une façon aussi juste. J'avais l'impression que le pays donnait la priorité là où il fallait et qu'on pouvait intégrer les personnes. À partir de 2020, le système d'immigration s'est effondré. Pourquoi? Il y avait des mesures uniques qui ont été introduites en raison de la COVID. Ensuite, les chiffres d'immigration ont augmenté chaque année de façon effrénée. Ensuite, il y a eu beaucoup d'ignorance et beaucoup de fraude. Et nous savions que ça se produisait. Je sais que vous avez sûrement entendu parler de tout cela à l'époque. Et ça n'a pas été arrêté lorsque c'est devenu un véritable problème. Et il a fallu surcorriger les choses de façon radicale. Je pourrais dire que la plus grande tendance, c'est l'explosion des chiffres, des nombres, et le fait de détourner le regard par rapport à la fraude. Qu'est-ce que vous avez observé par rapport aux demandeurs dans le système d'immigration? Comme je l'ai mentionné, tout d'abord, le fait d'avoir arrêté les tirages pour la catégorie STEAM, c'est nuisible
à l'Université d'Ottawa, à l'Université de Waterloo, on ne donne pas l'occasion aux personnes qui ont étudié le génie, l'intelligence artificielle, de s'intégrer dans l'économie locale. Ensuite, ça se dirige à la population, à la catégorie générale. Et du coup, le seuil pour les points est très élevé. Et je dirais que c'est une des choses les plus importantes. C'est malheureux. Les libéraux ont abandonné la catégorie STEAM et en faveur des compagnies d'assurance, etc., justement au moment où nous avons une crise. Et nous sommes dans une crise de la productivité et j'ai l'impression que les libéraux se dirigent dans le sens opposé de la résolution de ce problème. Donc, finalement, le Canada a été inondé par des personnes avec peu de compétences et qui sont des immigrants temporaires. Maintenant, est-ce que vous avez vu des personnes qui sont dans des domaines de grandes compétences, payer des impôts et qui veulent devenir des Canadiens? Est-ce que vous voyez des personnes de cette catégorie qui ne peuvent pas accéder à la résidence permanente? Absolument. Je connais tellement de gens dans cette situation à Toronto et personnellement. Ce sont des diplômés de bonnes universités et en un mois, après leur permis de travail, ils savaient qu'ils allaient pas pouvoir être qualifiés pour l'expérience canadienne. Et je ne parle même pas simplement de diplômés de collège. Je parle de personnes qui ont des diplômes universitaires, qui ont un emploi, un bon emploi, qui payent des impôts et qui n'ont pas eu la possibilité de rester jusqu'au dernier tirage qui ont eu lieu là dernièrement. Maintenant, il y a eu des tirages dans le génie, dans le marketing, dans les ingénieurs de logiciels, mais ils ont tous baissé. Les libéraux ont brisé le système d'immigration canadien. Et cela a aussi mis beaucoup de pression sur le système de soins de santé. Il y a des millions de Canadiens qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement du lien entre la mauvaise gestion de l'immigration et le système de santé? Je pense que la catégorie de soins de santé a été amenée trop tard et on ne lui donne pas la bonne priorité. Et je pourrais vous parler de tous ces facteurs après cela. Mais plus important, c'est que les cibles pour la catégorie des soins de santé n'étaient pas assez élevées. Ils ont eu moins d'un tiers des candidats francophones. Merci. Merci à vous deux. Tout ce que vous n'avez pas pu terminer, vous pouvez le soumettre par écrit et ça va faire partie de notre étude. Merci, Madame la Présidente. Je vais commencer avec Madame Elfield. Je vous remercie de votre témoignage. En parlant d'une situation difficile qui est celle qui se déroule au Soudan et d'une situation qui nous saisit. Vous avez parlé de ce qui se passe particulièrement dans le programme que vous et votre communauté au Canada connaissez. Comment est-ce que le système d'immigration canadien peut être amélioré pour les populations qui sont touchées par des conflits armés dans le monde? Ça s'appliquerait au Soudan, mais aussi à d'autres pays. Est-ce que vous avez des suggestions? Comment est-ce que nous pouvons améliorer notre système d'immigration pour cette catégorie-là? Je ne suis pas consultante en immigration, mais je peux vous parler de mon expérience dans la défense des droits et de mon travail au cours des 2 ou 3 dernières années. Le fait d'avoir le Canada, depuis le début, avait des piliers pour l'immigration. Certains de ces piliers, c'était l'immigration économique, mais le pilier humanitaire cadrait avec les valeurs du Canada. Et le Canada a toujours été là pour les communautés touchées par la guerre. Et le Canada a créé des programmes justement pour ces populations. Ce que nous voyons maintenant, c'est un manque d'équité dans la réponse
pour ces communautés. Donc, il faudrait avoir quelque chose qui respecte les normes en termes de processus et suffisamment de transparence pour que on voit la façon dont le Canada répond aux communautés qui sont en crise. Je pense que l'exemple du programme de réunification des familles soudanaises, c'est un bon exemple. Cela aide les communautés ici au Canada. Ces communautés qui sont touchées psychologiquement et mentalement par la crise. Et je pense que c'est une mesure qui peut être reproduite. Vous avez mentionné dans votre témoignage que les données biométriques ont été mises à disposition et ce n'était pas le cas au départ. Est-ce que vous pouvez dire à quel point cela a eu une répercussion et à quel point cela a changé le processus de demande? Beaucoup de demandeurs du programme se trouvent au Soudan et c'était très difficile en raison de la situation sécuritaire de partir. Il n'y avait pas de centre de données biométriques après la guerre et cela a eu des répercussions sur le processus en termes de données biométriques. Donc ces personnes ont dû aller à un autre pays, ce qui n'était pas possible pour tout le monde, ou bien ils ont dû rester coincés au Soudan. Nous travaillons étroitement avec IRCC et l'équipe de réponse en cas de crise internationale. Et nous sommes présents au Soudan et nous avons proposé à IRCC de résoudre ce problème. Cela a pris beaucoup de temps, mais au bout du compte, ils ont réussi à mettre en place un centre de recueil de données biométriques en mai. Et ensuite, ils ont pu traiter des demandes au Soudan. Donc, mis à part la proposition que vous avez avancée, est-ce que vous avez réussi à mettre en place d'autres propositions ou est-ce que vous voulez en proposer une autre maintenant? Je pense qu'une chose sur laquelle je veux attirer votre attention, et je m'appuie sur ce que ma collègue, la témoin à côté de moi, a formulé. Lorsqu'on pense à cette communauté, on ne les considère pas en tant que communauté compétente. La population soudanaise à 50% à moins de 18 ans. Donc, les personnes qui arrivent au Canada sont des jeunes. Cette population est très compétente. Malheureusement, les personnes qui peuvent faire des demandes pour amener leur famille amènent des personnes compétentes, des travailleurs compétents au Canada. Ma famille a parrainé 3 ingénieurs qui sont ici au Canada, un ingénieur civil, un ingénieur électrique, les 2 qui sont dans un programme de doctorat et un qui a un travail à plein temps dans une entreprise, un architecte qui travaille sur un pont. Donc ce que nous amenons, ce sont aussi des compétences. Et je pense qu'on ne tient pas compte de cela. Bien sûr qu'on ne doit pas tenir compte de cela lorsqu'on parle de situation de crise, mais c'est quand même la réalité. Merci. Merci, Madame. Merci, Monsieur Zoberi. Madame la Présidente, question pour Madame Elfil. Si vous voulez bien mettre l'écouteur et vous me direz si vous m'entendez, si la traduction est bonne pour vous, ça va. Ce matin, dans le National Post, on expose qu'il y a des milliers de demandes faites par des demandeurs d'asile qui sont dorénavant traités sans aucun filtre selon d'où proviennent les pays. Est-ce que vous avez observé ce changement d'approche, vous, auprès de l'IRCC au courant des dernières années? J'essaie de clarifier la question. Lorsque vous dites qu'il n'y a pas de filtre qui est appliqué, qu'est-ce que vous voulez dire? Depuis quelques années, lorsqu'on fait une demande de statut de réfugié, pour certains demandeurs d'asile qui viennent de certains pays déjà fichés, et depuis 2019 jusqu'à 2023, il y a eu 25 000 demandeurs d'asile qui ont pu être admis sans avoir à être rencontrés par un fonctionnaire et seulement sur la base de la demande écrite qui avait été soumise. Est-ce que vous avez observé cette façon de faire?
Je ne suis pas très familière avec le système de demande d'asile et son fonctionnement. Je ne peux que parler de ce qui se passe au sein de notre communauté. Après la guerre, dans certains cas, nous avons vu que des demandes ont été traitées sans audience sur la base du cas qui a été présenté. Très peu, certains ont été traités sans audience, mais leur capacité à obtenir résidence permanente et faire venir leur famille était très limitée. Donc, ce groupe qui est venu ici en tant que demandeur d'asile pour être à l'abri, certains avaient leur famille qui était coincée au Soudan et ils ont du mal à se réunir avec leur famille parce que le processus pour obtenir une résidence et aussi parrainer leur famille est très long. Merci, Monsieur Deschênes. Merci, Madame Elfield. C'est la fin de la première heure de nos témoignages. Je veux remercier chacun des témoins pour leur temps ici. Je suis navrée, Madame Elkano. Nous devons nous améliorer parce que vous avez fait tout ce qui était nécessaire, notamment pour avoir un casque d'écoute approuvé. Nous allons nous assurer que tous nos témoignages puissent être entendus tout en respectant nos interprètes. Nous allons suspendre pour 5 minutes pour un changement. Nous suspendons la séance. Reprenons. Je souhaite la bienvenue à tous. Monsieur Deschênes, je vous prie de vous asseoir. Welcome back, everyone. Bienvenue à tous. Je veux recevoir les membres de notre deuxième panel. J'aimerais faire quelques observations à l'attention de nouveaux témoins. Il n'y a personne en ligne. Tous sont en présentiel. Je vous prie de mettre vos écouteurs. C'est facile d'écouter en anglais. Please through the chair. Et je vous prie d'adresser vos questions au président. Et je vous prie aussi d'activer votre micro et de vous assurer, si vous voulez écouter en français ou en anglais, suivant le canal désiré. Je vous le dirai quand il vous restera seulement 1 minute. Et sur ce, je vais recevoir et souhaiter la bienvenue à nos témoins. Nous avons à titre personnel M. James Youssef, avocat de la Chambre de commerce du Canada. Nous avons David Pierce, vice-président relations gouvernementales et de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Nous avons Liane Rowe, présidente, et Alain Dupuis, directeur général. Chaque groupe aura 5 minutes et nous allons commencer avec M. Youssef pour 5 minutes. Merci, Madame la Présidente, et merci pour l'invitation et merci également à l'Institut CDO pour son soutien à la publication le mois dernier de mon article sur la politique de la Commission de l'immigration et du statut des réfugiés appelé examen des dossiers. La politique de réexamen des dossiers implique l'acceptation rapide des demandes d'asile par la Commission sans tenir d'audience ni poser des questions aux demandeurs. Par exemple, entre janvier 2019 et février 2023, la Commission a accepté 24 599 demandeurs d'asile au Canada sans leur poser la moindre question. Cette politique est toujours en vigueur et je pense qu'elle est problématique pour plusieurs raisons. Premièrement, pendant la période considérée, le retard dans le traitement des demandes est passé de 17 000 en 2016 à 300 000 en 2027, soit une augmentation de plus de 1 400 %. Cette politique pourrait également augmenter les risques pour le Canada. L'audience des réfugiés sert de filtre pour détecter les risques pour la sécurité nationale et si au cours d'une audience, une question soulevée
soulève un signal d'alerte, le membre de la commission doit interrompre l'audience et en informer le ministre. Mais si la commission accepte des demandes sans tenir d'audience ni poser de questions, ces risques ne seront jamais détectés. La capacité d'intervenir du ministre est annulée et le risque pour le Canada augmente. La politique peut empêcher les membres de la commission d'évaluer librement les preuves contenues dans leur dossier d'une manière incompatible avec le droit au tribunal administratif en imposant une structure obligatoire de triage des dossiers dans laquelle des personnes autres que celles à qui le Parlement a délégué son pouvoir évaluent les éléments de preuve. Cela nuit à l'évaluation indépendante des preuves contenues dans leur dossier et incite les membres de la commission à prendre des décisions rapides et positives sans poser des questions. Il est également préoccupant que la Commission semble avoir mis en œuvre cette politique de son propre chef de manière unilatérale sans consulter les ministres ou le cabinet, alors que cette politique a des répercussions directes sur les mandats législatifs des ministres de l'IRCC et de la sécurité publique. Et cela ne devrait pas être possible. La Commission est un tribunal administratif et n'a pas le pouvoir de prendre seule des décisions qui ont une incidence directe sur le mandat du ministre de la Sécurité publique et du ministre de l'Immigration. Par exemple, au Royaume-Uni, en France, en Nouvelle et en Australie, un changement politique comme celui-ci aurait nécessité l'approbation des ministres du cabinet et peut-être même le Parlement. Et je pense que ça indique un problème structurel dans le modèle canadien. La Commission du Canada est peut-être trop indépendante, elle ne relève d'aucun ministre et pour cette raison, elle n'est pas clairement visible et ses actions ne peuvent être prévues. De manière plus générale, le taux d'acceptation ou de reconnaissance de la Commission est maintenant passé à 80%. À titre de comparaison, en 2024, l'Irlande a accepté 30% des demandes au mérite, la Suède 40%, l'Allemagne 59%, et les recherches suggèrent que les taux d'acceptation sont un facteur important dans le choix du pays de destination de demandeurs d'asile. Le taux d'attestation extraordinaire élevé de la Commission pourrait attirer davantage de demandes d'asile au Canada. En conclusion, je formulerai 2 recommandations. Premièrement, que la politique d'examen des dossiers soit abandonnée et que les audiences régulières en personne soient rétablies. Deuxièmement, que les ministres et les cabinets assument la responsabilité de la politique d'asile au Canada. Il pourrait être intéressant d'envisager de transférer les fonctions actuellement exercées par la Commission à une instance placée sous la supervision du gouvernement, de manière à assurer un degré suffisant d'indépendance à chaque tribunal, mais qui en résulte également une relation de rapport direct. Et c'est une recommandation de la section de la protection des réfugiés dans l'évaluation indépendante commandée par le gouvernement Trudeau en 2017. Et je pense que c'est une bonne option qui mérite d'être envisagée. Merci. Merci beaucoup. Nous avons 5 minutes de la part de M. Pearce de la Chambre du commerce du Canada. Merci, Madame la Présidente et Messieurs et Mesdames les députés. Je vous remercie de m'inviter à comparaître aujourd'hui au nom de la Chambre de commerce du Canada et du nouveau Conseil sur l'immigration de la Chambre afin de témoigner dans le cadre de votre étude. La Chambre de commerce du Canada est la plus grande association d'entreprises du pays. Elle dispose d'un réseau actif d'environ 400 chambres et représente près de 200 000 entreprises de tous les secteurs et de toutes les régions, ainsi que la plupart des circonscriptions fédérales de notre pays. L'immigration est un moteur essentiel de la croissance économique au Canada. Pour des milliers d'entreprises, l'immigration temporaire et permanente n'est pas une option, mais un impératif économique. Cet impératif économique est devenu encore plus pertinent en janvier dernier avec l'entrée en fonction de l'actuelle administration américaine. Depuis lors, les entreprises canadiennes sont soumises à des pressions en raison des droits de douane réels ou potentiels qui pourraient paralyser certains secteurs de notre économie, des changements radicaux apportés à la politique fiscale américaine et l'obligation pour ces entreprises de se diversifier sur d'autres marchés. À une époque où les entreprises canadiennes doivent faire face à une concurrence sans précédent, l'ajout d'un défi supplémentaire, à savoir la diminution de la main-d'œuvre, pourrait être un obstacle insurmontable pour elles. Cela pourrait les contraindre à prendre des décisions difficiles telles que réduire leurs services, cesser la production de biens, délocaliser leur activité hors du Canada, voire fermer définitivement leurs portes. Lorsque j'ai rejoint la Chambre en janvier dernier, j'ai eu l'occasion de rencontrer bon nombre de nos membres et je peux vous dire que leur priorité, les 3, étaient l'accès
à la main-d'œuvre qualifiée ou l'immigration pour aider notre économie à poursuivre sa croissance. Le fait est que nous avons un taux de fécondité historiquement bas associé à une main-d'œuvre en rapide diminution en raison d'une vague imminente de départ à la retraite dans les secteurs clés. Et donc, nous sommes confrontés à un problème démographique. La Chambre de commerce du Canada et ses membres reconnaissent qu'au cours des dernières années, la croissance démographique rapide et disproportionnée de certaines collectivités canadiennes a exercé des pressions sur le logement, les infrastructures et les services sociaux. Mais nous devons attirer votre attention sur le fait que ces pressions ne sont pas ressenties de la même manière partout au pays. Dans de nombreuses collectivités rurales et éloignées, ainsi que dans certains secteurs économiques, les employeurs continuent de faire face à des défis persistants et structurels en matière de main-d'œuvre. C'est le cas notamment à Thunder Bay et dans une grande partie du nord de l'Ontario. Notre système d'immigration doit refléter l'ensemble des besoins du marché du travail, qu'il s'agit des professions hautement qualifiées, moyennement qualifiées ou peu qualifiées dans les centres ruraux et urbains. Sur la base des recherches menées dans le Business Data Lab, les travailleurs étrangers temporaires représentent environ 1% de la main-d'œuvre canadienne, mais ils jouent un rôle essentiel dans le maintien des secteurs qui connaissent des pénuries persistantes telles que l'agriculture, la transformation alimentaire, la construction, l'hôtellerie, entre autres. Je tiens à être très clair sur le fait que la Chambre de commerce est fermement convaincue que les emplois canadiens doivent d'abord être attribués aux Canadiens et aux résidents permanents qui les veulent et qui sont qualifiés pour les occuper. Toutefois, j'espère que nous sommes tous d'accord pour dire que si ces conditions ne sont pas réunies, c'est-à-dire si aucun Canadien qualifié ne souhaite occuper un poste, alors un entrepreneur canadien devrait pouvoir trouver des travailleurs qualifiés grâce à un programme comme le PTET afin d'éviter d'être contraint de réduire sa production, de délocaliser ses activités ou de fermer complètement. Au cours des 2 dernières années, le PTET a fait l'objet de nombreuses critiques, dont la plupart sont justifiées. La mise en œuvre du programme au cours des dernières années a été un défi pour les employeurs et aussi pour de nombreux Canadiens. Cela ne devrait pas remettre en cause la nécessité et l'impératif pour le Canada de disposer d'un programme d'immigration qui permette aux employeurs d'accéder à une main-d'œuvre qui n'est pas disponible sur le marché intérieur. Les multiples changements réactifs apportés à la politique d'immigration au cours des 2 dernières années, tels que les permis de travail post-diplôme, les modifications apportées au programme des travailleurs étrangers, entre autres, ont créé une grande incertitude et ont eu des répercussions négatives sur les entreprises et les communautés à travers le pays. Ensemble, ces changements ont eu pour effet d'éroder la confiance des Canadiens dans le système tout en usant la réputation du Canada en tant que destination pour les meilleurs et les plus brillants talents du monde. Nous avons besoin d'un plan clair pour remettre sur la bonne voie. Au nom de la Chambre de commerce, nous sommes là pour vous soutenir. 5 minutes. Merci, M. Pierce. Ensuite, nous avons 5 minutes pour la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. Madame Roy, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, bonjour. Je vous remercie d'avoir invité la FCFA à témoigner aujourd'hui. Je m'appelle Liane Roy et je suis accompagnée de notre directeur général, Alain Dupuis. Depuis 50 ans, la FCFA est la voix nationale et internationale des francophones, des Acadiens et des Acadiennes vivant en situation minoritaire dans 9 provinces et 3 territoires. Elle est à la tête d'un réseau de plusieurs centaines d'organismes et d'institutions francophones partout au pays. Elle est l'interlocutrice du gouvernement fédéral pour tout ce qui touche à l'épanouissement de nos communautés. En 2001, la FCFA et son réseau ont fait de l'immigration francophone une priorité de développement national de nos communautés. La FCFA a rapidement pris le leadership national de ce dossier. En 25 ans, nos communautés ont fait d'immenses progrès. Par exemple, chaque province et chaque territoire compte désormais au moins un service d'accueil et d'établissement en français. Au niveau du recrutement, le bilan s'améliore, mais est plus mitigé.
Dès 2003, le gouvernement et les communautés ont adopté conjointement une cible de 4,4 % pour l'immigration francophone en milieu minoritaire. Il a fallu 19 ans pour atteindre cette cible. Entre-temps, il y a eu plusieurs années de stagnation où à peine 2 % des immigrants et immigrantes admis ailleurs qu'au Québec étaient francophones. Le gouvernement fédéral comptait sur les instruments généraux d'immigration pour atteindre la cible, sans mécanisme spécifique pour y arriver. Or, la FCFA et son réseau ont insisté pendant des années qu'il nous fallait des programmes conçus expressément pour l'immigration francophone. Le gouvernement a modifié peu à peu le pointage accordé aux candidats et candidates dans Entrée Express qui connaissaient le français. C'est en partie ce qui a permis d'atteindre la cible de 4,4 en 2022. Mais à ce moment, nous avions pris du retard. La francophonie canadienne a, pendant une génération, été privée de l'immigration nécessaire à sa vitalité et à son renouvellement. Cela a occasionné une chute plus rapide du poids démographique de nos communautés. Une étude statistique commandée par la FCFA a révélé que pour freiner et renverser le déclin démographique de nos communautés, il fallait désormais des cibles de 12 % dès 2024, croissant progressivement à 20 % d'ici 2036. La loi sur les langues officielles modernisée en 2023 engage le gouvernement à agir pour rétablir le poids démographique de nos communautés à ce qu'il était en 1971. Le gouvernement a conséquemment adopté sa première politique en matière d'immigration francophone au début 2024. Il a aussi revu à la hausse les cibles en immigration francophone. Pour 2025, la proportion d'immigrants et d'immigrantes francophones admis ailleurs qu'au Québec se situait à 8,9 %. Les outils actuellement en vigueur, comme la sélection basée sur les ensembles dans le programme Entrée Express, semblent insuffisants pour atteindre des cibles d'immigration francophone plus élevées. Par ailleurs, ces outils mènent à une concentration de l'immigration francophone dans 2 provinces, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Or, toutes nos communautés veulent bénéficier de l'immigration francophone. La politique lancée en 2024 promet la création d'un programme d'immigration économique spécifique à notre francophonie. Ce programme permettra de jumeler des immigrants et immigrantes à des besoins en main-d'œuvre, particulièrement dans les régions et en milieu rural où les besoins sont criants. Il permettra de retenir ces immigrants et immigrantes aux endroits où il existe de l'emploi. Oui, et diminuer les pénuries de main-d'œuvre. Il fera en sorte que les critères soient mieux ajustés aux réalités socio-économiques des pays sources francophones, particulièrement en Afrique. Enfin, il augmentera la capacité bilingue de la main-d'œuvre du Canada, un avantage compétitif important à un moment où notre pays cherche à diversifier ses marchés, notamment avec les 90 États gouvernements membres de la francophonie. Nous recommandons donc à ce comité de demander au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre d'un programme d'immigration francophone économique distinct, en étroite collaboration avec nos communautés, pour qu'il voie le jour en 2026. De cette manière, IRCC aura tous les moyens nécessaires pour faire croître l'immigration francophone au pays, en concordance avec ses obligations en vertu de la loi sur les langues officielles modernisée. Je vous remercie. Nous sommes prêts à répondre à vos questions. OK, merci. Merci pour votre déclaration d'ouverture. Nous allons commencer notre première ronde de questions. J'ai oublié de le mentionner au début. Les dernières minutes de notre réunion seront consacrées avec une motion concernant les dépenses supplémentaires du budget. Et nous avons 6 minutes, Monsieur Redcup. C'est à vous. Merci, Madame la Présidente. Merci aux témoins d'être ici aujourd'hui. Monsieur Youssef, je vais commencer avec vous. J'espère que je vous ai mal entendu. Vous parliez du programme d'examen, c'est-à-dire celui où concernant les réfugiés. Est-ce que vous pouvez répéter? Est-ce que vous êtes en train de dire que l'examen des dossiers et qu'il n'y a pas d'entrevue avec les demandeurs? Il y a eu des demandeurs qui ont été acceptés sans qu'il y ait d'entrevue. Donc le Canada accepte des demandeurs d'asile
sur la base d'un dossier, tout simplement sans leur parler. Oui, c'est bien juste. Donc, ça doit être de personnes qui viennent de pays de confiance. Quelle est la logique derrière tout cela? Quels sont les pays concernés? Lorsque la politique a été publiée, c'était accompagné d'une liste de pays. Une année et demie, cette liste a été réduite, mais la liste de départ comprenait des pays qui avaient un taux d'acceptation de 80% ou plus comme seuil, et peut-être d'autres critères supplémentaires. De quel pays parlons-nous? Ce seraient des pays dangereux parce que si un pays a une demande d'acceptation de 80% pour les demandeurs d'asile, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a des sources de risques importants pour ces demandeurs d'asile. Par exemple, quoi? La Russie, l'Afghanistan, on parle de ce genre de pays. Donc la liste de tous ces pays à l'époque, eh bien, vous avez une des listes dans mon mémoire, que je n'ai pas sous les yeux, mais je vous l'ai soumise. Donc vous dites que le Canada pourrait admettre un demandeur d'asile, par exemple d'Afghanistan, sans jamais avoir parlé à cette personne. Donc cette personne n'a pas eu d'entrevue. C'est ce que vous êtes en train de dire, oui. Est-ce que cela vous met mal à l'aise? Parce que ça me met très mal à l'aise. Oui, c'est problématique, absolument. Donc, vous avez aussi parlé des taux d'acceptation. Est-ce que vous pouvez en parler davantage? Vous dites qu'au Canada, c'est élevé par rapport à d'autres pays semblables et au passé. Le taux d'acceptation ou de reconnaissance sont les demandes acceptées par rapport au total de demandes acceptées et rejetées. En 2024, on était à 80%. Donc maintenant, on est peut-être le pays le plus élevé, qui a le taux d'acceptation le plus élevé au monde. Par exemple, l'Irlande a accepté 30%. L'Écosse, 40%. Donc vous dites que des pays semblables au Canada vous acceptent entre 30 à 40% des demandeurs d'asile, alors que nous acceptons 80%. Est-ce que ça vous inquiète, ça? Ça m'inquiète. Il y a des recherches qui indiquent qu'un taux d'acceptation très élevé aurait tendance à attirer d'autres demandeurs d'asile. Parce que la perception de la réussite et des taux d'acceptation ont des effets sur la sélection. Donc, lorsque les libéraux disent « Venez au Canada, on va vous accueillir », et nous avons un taux de rejet très faible, on voit exactement ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un problème avec la commission de l'immigration et des réfugiés? Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée de les inviter pour qu'ils viennent nous parler? Je pense que ce serait utile. Quelles questions est-ce qu'on devrait leur poser? Je ne pense pas que ce soit à moi de vous proposer des questions. Moi, je leur demanderai de mettre fin à la politique qui consiste à accepter des demandeurs d'asile sans leur poser de questions. Merci. Est-ce que vous pensez... Nous avons proposé quelques amendements à C12. Par exemple, lorsque des demandeurs d'asile transitent par un pays du G7, si ils ont menti à un agent, ils ne pourront pas faire de demande. Est-ce que vous pensez que des réformes de la sorte pourraient être utiles? Je vais commenter brièvement concernant les pays désignés. C'est ce qui se trouvait dans la réforme de la loi sur l'immigration de 2010. Il s'agissait d'une période où le gouvernement était minoritaire et il fallait le soutien de tous les partis à la Chambre des communes. Et cela contenait une variation sur la façon de restreindre partiellement
l'accès aux demandeurs d'asile en fonction du pays d'origine, si le pays était sécuritaire ou non. Cette idée a eu quelques réussites. Merci, M. Redekop. Nous avons ensuite 5 minutes pour Mme Sodi. Merci, Madame la Présidente, et merci aux témoins d'être ici aujourd'hui. Ma première question s'adresse à Madame Roy. Vous avez dit que le Canada a une main-d'œuvre bilingue et que les cibles d'immigration francophone contribuent à cela. Quels sont les bienfaits économiques qui sont issus d'une main-d'œuvre bilingue? À notre avis, évidemment, l'immigration francophone à l'extérieur du Québec doit d'abord et avant tout répondre aux besoins économiques de la minorité francophone. Nous le savons, nous avons des pénuries de main-d'œuvre dans des domaines clés comme l'enseignement. Il nous manque au minimum 15 000 enseignants de langue française et de langue seconde à l'extérieur du Québec. Donc, si on veut maintenir un Canada bilingue, il nous faut certainement des enseignants qualifiés. Il nous manque également 75 000 places en garderie francophone. C'est très difficile à l'extérieur du Québec de placer ses enfants dans une garderie en français. Et on le sait, s'ils ne sont pas éduqués dans la petite enfance en français, ils n'iront pas à l'école francophone. Donc, ce sont des deux secteurs fondamentaux pour l'avenir du bilinguisme au Canada, mais il y a également du potentiel à développer du bilinguisme dans d'autres secteurs. Nous savons le secteur des transports et du tourisme, par exemple, qui requiert le bilinguisme pour bien accueillir les Canadiens et leur permettre de se déplacer. Mais on peut aussi compter sur la bilinguisation d'un plus grand nombre de secteurs de l'économie canadienne dans toutes les provinces et territoires, parce qu'on est dans un moment de diversification de l'économie canadienne et plus on aura, on utilisera l'avantage bilingue du Canada, plus on pourra diversifier nos marchés. Et Mme Roy le mentionnait, la francophonie regroupe 90 gouvernements à travers le monde qui parlent français. Et donc, à notre avis, c'est important d'appuyer le maintien et l'accroissement du bilinguisme au Canada. Okay. Thank you for your answer. Merci pour votre réponse. Madame Roy, je vais apprendre à rouler l'air correctement un jour. Mais vous avez dit clairement que les communautés de francophones minoritaires à l'extérieur du Québec rencontrent un déclin important. L'immigration joue un rôle important pour renverser cette tendance. En janvier, le ministre de l'Immigration a annoncé que le Canada allait dépasser ses cibles de 2025 en atteignant 8,9% par rapport à sa cible de 8,5%. Et cette cible allait continuer à augmenter jusqu'à plus de 10%. Est-ce que le Canada, à l'avenir, s'il continue d'atteindre ou de dépasser ces cibles, qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion concernant la vitalité et la survie de ces communautés francophones? Excéder la cible en 2025 est importante. C'est un signe qu'on s'en va dans la bonne direction. Mais malheureusement, il y a plusieurs années de retard. De 2003 à 2019, on n'a pas pu rencontrer les cibles de 4,4. Donc, un retard qui a causé vraiment une perte au niveau démographique dans nos régions et nos communautés. Donc, il est très important de s'assurer qu'on puisse rencontrer les cibles, mais aussi de mettre des cibles qui sont encore plus agressives pour être capable de, justement, de viser une vitalité de nos communautés. Donc, on a déjà annoncé, le premier ministre avait annoncé une cible de 12% pour 2029, mais nous, on pense qu'on devrait aller encore plus loin pour être capable de faire ce rattrapage-là de toutes ces années où on n'a pas rencontré la cible. Le commissaire aux langues officielles a fait une étude il y a quelques années qui démontrait que le manque à gagner dans nos communautés, parce qu'on n'avait pas rencontré les cibles pendant 2 décennies, était d'environ 73 000 personnes. Donc, on est toujours dans cet aspect de rattrapage. Donc, il faut rencontrer les cibles, mais il faut avoir des cibles encore plus agressives. The FCFA. Votre association a
mis l'accent sur le fait que l'ambition concernant les cibles francophones doit aussi cadrer avec la mise en œuvre. En termes pratiques, quels sont les outils importants ou mécanismes qui, selon vous, vont permettre de traduire des cibles dans des résultats sur le terrain? Souvent, donc, il est important qu'on mette en place des lentilles francophones dans les programmes existants à IRCC, mais aussi la politique lancée par le gouvernement en 2024, la politique en immigration francophone, parle d'un programme d'immigration distinct, économique pour les francophones. Et ça, c'est un programme pour nous qui est très important de voir le jour et on recommande que ça soit mis en place le plus rapidement possible parce qu'un programme d'immigration distinct pour les communautés francophones enverrait un message fort d'accroître l'immigration francophone. Ça serait un engagement pérenne dans l'évolution et la vitalité de nos communautés. Ça assurerait une cohérence avec la cible en immigration francophone. Ça assure une reddition de comptes détaillée. Ça s'aligne avec la norme d'égalité réelle prévue par la loi sur les langues officielles, car, comme je l'ai mentionné dans mes remarques d'ouverture, en 2023, avec la nouvelle loi sur les langues officielles, il faut retourner au poids démographique des francophones de 1971. Merci, Mme Roy. C'est 6 minutes. Merci. OK. À prochaine, on a 6 minutes pour M. Deschênes. Merci, Madame la Présidente. Maître Youssef, j'ai des questions pour vous. Est-ce que vous parlez français? Juste un peu. Donc, je veux vous remercier d'abord parce que vous faites une contribution assez importante aujourd'hui. Vous nous exposez une façon de faire qui était jusqu'à aujourd'hui inconnue. Et si je comprends bien, donc, les demandes venant de demandeurs d'asile augmentent à partir des années 2017. Et à la Commission d'immigration et du statut de réfugié, le réflexe qu'on a, c'est de dire, ben là, il y a plus de travail à faire, donc on va alléger, puis finalement écarter les contrôles de sécurité. Et ce que vous nous exposez, donc, c'est que dans une période de 4 ans, il y a 25 000 demandeurs de statut de réfugié qui sont passés sans rencontrer aucun agent, sans qu'aucune question ne leur a été posée, qu'on se fie uniquement sur leur déclaration écrite. Et ça, donc, un processus qui était pas en vigueur avant 2019. C'est bien ça? That's correct. C'est bien cela. Le système a connu des réformes et des investissements importants. Le nouveau système a été mis en œuvre en 2012. Et les réformes essentielles était que la Commission maintienne son niveau chaque année. Entre 2012 et 2017, la Commission n'a pas réussi à atteindre les cibles. Il y a eu un deuxième ensemble d'arriérés. Et je pense que c'est un détail important à comprendre. En 2017, le gouvernement Trudeau a mis en place une commission d'examen indépendant concernant l'inaptitude de la Commission à atteindre ses cibles et la finalisation des demandes telles que promises. Donc, Neil Yates a été nommé par le gouvernement Trudeau pour mener cet examen indépendant du système de demande d'asile. Monsieur Yates a envisagé toutes les options. Son rapport a été publié en 2010 et ces options étaient de laisser tel quel ou bien procéder à une réforme de fond, structurelle de fond. C'est-à-dire déplacer les demandes de la Commission à l'IRCC pour que les ministres puissent avoir la supervision de ces demandes et qu'ils puissent avoir un contrôle de cet aspect problématique. Donc, en 2017, la Commission était sous une grande pression et devait finaliser ses taux d'entrée. Et je pense que c'est dans ce contexte qu'ils ont fait cela. Sécurité. Grâce à une demande d'accès à l'information, vous êtes capable de nous dire qu'il y a donc 25 000 demandeurs d'asile qui
ont pu rentrer là, sans être rencontrés par un agent. Et ça, c'est jusqu'en 2023. Donc, la situation, à votre connaissance, elle se poursuit. C'est toujours le cas? Yes. So Oui. De 2019 à février 2023, les chiffres étaient un peu en dessous de 25 000 et la politique est toujours appliquée. Et concernant la sécurité, il y a un filtrage en amont, mais la commission devrait être un agent de filtrage et il devrait notifier le ministre s'il y a une alerte en termes de risque. Mais s'ils ne posent pas de questions, ils ne peuvent pas faire ce travail. Finalement, les pays où les pays les plus criminalisés, on a décidé donc d'enlever l'obligation de conduire des examens. Pourquoi c'était important de conduire des examens individuels avant d'autoriser une personne à devenir réfugiée au Canada? You're asking about contact. Est-ce que vous demandez concernant les contacts avec les demandeurs avant ou alors pourquoi il est important d'avoir... C'est important de faire les auditions. Yes. Because... Oui. C'est important parce que chaque demande d'asile qui est écrite va toujours inclure une histoire qui, si acceptée par la Commission, va permettre d'avoir le statut de réfugié. Mais on ne peut pas savoir si c'est vrai ou pas, c'est juste sur la base des écrits. Et que ça a eu, parce que ce que vous semblez indiquer, c'est que ça s'est su finalement. Quel est l'effet que ça a eu, le fait que ça a été connu à la grandeur de la planète qu'on pouvait maintenant faire une demande de statut de réfugié quand on venait de certains pays et qu'il n'y avait pas de contrôle de sécurité? Je pense qu'il est possible que cette politique a eu comme incidence d'attirer plus de demandeurs d'asile au Canada et avoir un taux d'acceptation de 80% est aussi un facteur qui attire beaucoup de demandeurs d'asile. Merci. Deschênes, merci, Monsieur Youssef. We have 10 minutes left. Nous n'avons que 10 minutes qui nous restent. Je vais donner 4 minutes à Madame Rampel-Garner. Merci, Madame la Présidente. Pour résumer, Monsieur Youssef, lorsque la liste a été sortie en 2019, j'ai présumé que c'était une façon pour les libéraux de lever les arriérés. Est-ce que vous direz que ce processus est une façon, en fait, de lever les arriérés? La liste des pays a été publiée par la Commission. Elle n'a pas été publiée par les libéraux ou le gouvernement du Canada. Et je pense que ça souligne un élément qui est assez inquiétant, c'est-à-dire que la Commission a décidé de manière unilatérale de mettre en œuvre cette politique. Je vais poursuivre. Okay. Compte tenu de l'article publié le 23 février 2026 dans le National Post intitulé « Overwhelmed by Asylum Case Ottawa », submergé par les demandes d'asile et à la suite de son étude sur le système d'immigration au Canada, le comité invite la Commission et le statut de réfugié au Canada à comparer devant lui pendant 2 heures dès que possible et au plus tard le mercredi 11 mars 2026. La raison pour laquelle je soumets cette motion est que l'étude que nous avons pour le moment, c'est de souligner l'efficacité et l'équité du système d'immigration. Et de ce que nous avons compris aujourd'hui, la Commission a pris une décision unilatérale de
faciliter les demandes venant de certains pays et il faudrait qu'ils viennent ici aux communautés pour nous expliquer de quoi il s'agit. Sinon, on aura toujours plusieurs versions concernant cette situation et c'est très inquiétant. Et c'est aussi en droite ligne avec notre étude. On peut ajouter cela à la liste des témoins. Merci. Merci pour cette motion, Madame Rumpelgamme. Monsieur Zuberi. Merci, Madame la Présidente. Je suggère que nous prenions le temps de suspendre pour avoir une conversation autour de cette idée de motion. C'est une surprise pour nous et nous devons y réfléchir. Oh, d'accord, nous suspendons pour 2 minutes. Siège. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Monsieur Deschênes? Qui d'autre? Est-ce que vous avez des questions? Succinctement, mais s'il vous plaît, Monsieur Deschênes. Je pense que le sujet est pertinent, que ce sont des informations nouvelles, mais qui s'inscrivent dans l'étude entreprise par le comité et que, vu les indications données par le témoin, de convoquer la commission est tout à fait pertinent et approprié dans la circonstance. C'est pourquoi que j'ai appuyé la demande de ma consoeur. Merci, Monsieur Zuberi. Pour le temps de juste faire un petit caucus et une petite réflexion sur la proposition. Donc, nous sommes d'accord avec la motion. On a parlé ensemble, les membres, et ça, c'est notre position. Et nous sommes prêts d'aller à un vote. Okay, so since it seems like... D'accord. Puisque tout le monde, de manière unanime, approuve la motion, je pense qu'on n'a pas besoin d'un vote. Levez le pouce. Donc, je pense que nous avons tous appuyé la motion. Nous allons pouvoir consigner cela. Malheureusement, nous sommes arrivés au cours de notre temps. Monsieur Pierce, je ne pense pas que vous avez pu répondre à une question, mais si nous allons parcourir le budget supplémentaire des dépenses, nous avons besoin de quelques minutes additionnelles. Je souhaite souligner que le ministre de l'Immigration et des Réfugiés et de la Citoyenneté, accompagné des fonctionnaires compétents du ministre ainsi que des fonctionnaires de la Commission de l'immigration et du statut des réfugiés, sont invités à comparaître pendant 2 heures pour faire le point sur le budget supplémentaire des dépenses. Avez-vous des questions, Monsieur Deschênes ou quelqu'un autour de la table? Non. Tout le monde est d'accord. Tout le monde semble appuyer la motion aussi. Donc, je pense que nous avons beaucoup travaillé aujourd'hui. Nous voulons remercier les témoins pour leur témoignage.